bienvenue sur les lives de Weekendoo chez vous. Weekendoo chez vous, c'est donc les lives Instagram pour remettre l'artisanat dans votre quotidien. Donc on va publier des vidéos de tutoriels, des démonstrations techniques et aussi des interviews d'artisans. Aujourd'hui c'est le tour de céramique, donc cette machine qui permet de créer des objets cylindriques en quelques minutes. Donc pour ce faire, on va inviter Chloé Desrosiers, qui est une artisan du collectif de Weekendoo. Alors, tout de suite, alors où est-elle? Et voilà, on va tout nous montrer, une démonstration en direct, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc on a déjà récolté pas mal de questions pendant la semaine. Oui. Vous allez pouvoir poser vos questions en direct. Salut Chloé. Salut, bonjour tout le monde. Merci de participer à ce live. Alors Chloé, pour nous en dire plus sur ton savoir-faire, est-ce que tu peux commencer par te présenter, tout simplement? Oui, bonjour, merci à tous d'être là, de partager ce moment avec nous. Donc je m'appelle Chloé Desrosiers, j'ai un studio de céramique à Paris, dans le 11e arrondissement. C'est un atelier que je partage avec une autre céramiste qui s'appelle Boyenne, qui est franco-coréenne. On est toutes les deux dans cet atelier. Je me suis installée en janvier et on a la chance de partager aussi l'espace avec un cabinet d'archi, enfin deux entreprises d'architecture, donc c'est un lieu assez créatif. On a des espaces distincts bien évidemment, mais on partage un quotidien assez chouette, tout le monde ensemble. Ok, ben, super, merci. Ben, c'est parfait. Donc nous, on a récolté quelques petites questions toute la semaine. On a demandé à notre communauté qu'est-ce qu'ils voulaient savoir. Donc au sujet de la céramique tout d'abord, on a une question, quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on peut faire de la céramique chez soi sans forcément de matériel ni de machine? Oui, c'est possible de faire de la céramique. C'est vrai que la céramique, il y a, disons, la grande famille des céramiques, il y a plusieurs terres. Il y a le grès, la faïence et la porcelaine. Dans tous les cas, ça demande une cuisson. Les gens qui ne sont pas équipés avec un four approprié ne peuvent pas cuire les pièces qu'ils auront réalisées à la maison. Donc c'est un peu cette limite en fait finalement que l'activité à la maison pose. Par contre, sur le marché, il y a des terres autodurcissantes qu'on peut trouver sur internet ou même dans certaines grandes enseignes de matériel dédié à l'art. Donc on peut acheter cette terre. J'en ai jamais fait moi personnellement, mais c'est possible en effet de réaliser des pièces à la maison. Après, elles n'auront pas les mêmes utilités que des pièces qu'on peut faire dans un atelier qui ont poreuses, qui ont été émaillées. Bon voilà, elles auront, je pense, une durée de vie beaucoup moindre par rapport à ce qu'on fait en tant qu'artisan professionnel. Ok, d'accord. Donc on peut acheter des terres spéciales qui sont autodurcissantes. On passera peut-être les liens s'il y a des personnes qui sont intéressées pour pouvoir acheter ça. Et puis sinon, on peut faire du modelage à la maison, mais on ne peut pas cuire au micro-ondes. On ne peut pas cuire au micro-ondes. Et qui plus est, ça explose au micro-ondes. Donc ça peut donner lieu à des surprises. La terre au micro-ondes, c'est une très mauvaise idée, Audrey. Je te vois la dernière, tes petites lunettes couleur potiron. C'est pas une bonne idée dans le micro-ondes. Donc, vaut mieux faire avec un professionnel. Ok, d'accord. Et une deuxième question. Quelles sont les techniques de la céramique? Lesquelles utilises-tu et lesquelles préfères-tu? Alors, disons qu'il y a deux grandes familles en poterie. Donc, il y a tout ce qui se fait sur le tour et tout ce qu'on fait en modelage. Donc, dans les deux cas, nos outils de prédilection, ce sont nos mains. Autour, on va réaliser des pièces grâce à la révolution, en fait à la force bien évidemment centrifuge, vous le verrez tout à l'heure dans le cadre de la démo, donc sur la plupart du temps un tour électrique. Il y a des tours également à pied, plus disons un peu moins courant, et donc il y a le modelage également, donc on peut travailler la terre en faisant du pincé, en travaillant à la plaque, en travaillant les colombins. Donc on peut imaginer plein de formes qui pour le coup là n'ont pas nécessairement besoin d'être dans une forme cylindrique. Cylindrique, quoi. Voilà, une
exactement. Donc, ce qu'on fait Ok. pas autour, souvent, on peut se rabattre, entre guillemets, sur le modelage. Et aussi travailler des terres qui sont compliquées à travailler sur le tour. Je pense à des terres qui vont être chamotées, donc ça veut dire qu'il y a un petit grain, sans rentrer dans le détail de la chamotte, il y a un petit grain dans la terre, donc autour. C'est un gommage, quoi, hein, mais un petit peu difficile. Voilà, exactement. Et en modelage, bah, c'est parfait parce que la terre, elle a une très belle texture pour la travailler. Et donc, après, il y a des terres différentes qu'on peut travailler d'un côté comme de l'autre. Je pointe là parce qu'il y a mon tool qui est juste en face de moi. Donc, autour ou au modelage. Et moi, ce que je peux faire, c'est peut-être plutôt le tournage porcelaine. Donc, c'est une terre qui est hyper douce sous les mains. Et à l'opposé, j'aime beaucoup aussi travailler en modelage les terres. Il y a une terre qu'on appelle le Zoumaya, qui est une terre qui existe avec une belle chamotte. Et c'est assez agréable à travailler, ça tient bien et ça fait de très jolies formes. En modelage. Super. Super, bah merci de nous avoir répondu. Il me semble aussi que tu avais préparé un jeu concours pour aujourd'hui. Oui, si tu veux j'ai nous en oublié dire de plus. parler. Mais oui, alors en réfléchissant avec l'équipe com de Weekend, on s'est dit que ça pourrait être rigolo de faire un petit. Ça pouvait être rigolo de faire un petit concours. Donc j'ai une pièce à faire gagner que j'avais prise avec moi. Tu t'es assise dessus. Dans l'excitation des dernières minutes, voilà, je vous la montre après donc le concours. Des amis m'ont donné 5 mots à insérer, à placer durant ce live. Donc à vous de les deviner. À l'issue du live, Weekendoo et moi aussi de mon côté sur mon compte, on vous donnera un lien qui vous permet de participer. Donc c'est un petit formulaire à remplir en ligne. Et vous aurez le choix parmi une liste de mots. Et vous pourrez en choisir 5. Et donc ceux qui trouvent les 5, le plus, donc 4, font partie du tirage au sort. Et donc on sélectionnera une personne qui gagnera une pièce de cette première collection que je lance d'ici une quinzaine de jours. Ça a pris un petit peu de retard malheureusement avec le... Ok, bah donc soyez bien attentifs. S'il Voilà. y a des mots qui ont l'air d'avoir rien à voir avec la poterie et qui sont glissés un petit peu subtilement, vraiment notez-les chez vous et comme ça vous aurez la chance de gagner une pièce de la nouvelle collection de Chloé. Ah, j'en ai déjà fait un. J'espère que vous avez été attentifs. J'espère qu'ils ont été attentifs, c'est clair. Et ben, on va peut-être pouvoir passer à la démonstration, si ça te va. Ouais, parfait. Super. Super, bah, je te laisse t'installer autour. J'installe. Très bien. Bah voilà, moi j'en profite pour rappeler qu'il y a des ateliers tours de céramique dans pas mal de villes Weekendoo, donc dispensés par des artisans tourneurs du collectif. On a des ateliers tours à Lille, à Strasbourg, à Paris, à Nantes, à Lyon, à Aix-Marseille et à Toulouse. Donc je sais qu'on avait eu la question spécialement de Lille. Donc voilà, vous retrouverez tout sur weekendoo.fr. Les dates sont disponibles pour les mois suivants. Donc voilà, on sait que le tour, c'est un peu, ça vous intéresse. On sait que c'est sûrement la prochaine chose que vous avez envie de tester quand ce sera possible. Donc voilà, on va déjà profiter de la petite démonstration. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je suis là pour pouvoir lire les questions, les répéter à Chloé, parce qu'elle, elle sera bien occupée là pour l'instant. Donc je vais pointer la caméra, enfin mon téléphone vers la girelle. Donc la girelle, c'est une partie du tour qui est un peu l'élément principal. C'est là où on pose la terre. Donc c'est là où le travail se fait. C'est cette partie qui tourne lorsqu'on actionne la pédale. Donc je préfère que vous voyez bien ce qui se passe sur la girelle. Et après je reviendrai en visu. On pourra éventuellement... Donc n'hésitez pas, Audrey, regarde les questions. Donc si vous avez des questions pendant que je tourne, vous pouvez tout à fait les poser et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Est-ce que vous voyez bien? Hop, comme ça. Alors ça bouge encore un petit peu. Et là c'est bien. Oui, ouais, là ça m'a l'air bien. En tout cas, moi je vois bien. On va voir un petit peu ce qu'en pensent ceux qui nous regardent. Et puis si tu veux, tu peux commencer en nous expliquant en fait pas ce que tu fais. Et je te tiens au courant s'il y a des questions. J'ai mis la lumière, voilà. Hop, vous me dites hein, si y a quelque chose que vous ne voyez pas bien. Donc là j'ai pris du grès.
Donc c'est une terre qui est assez classique en tournage. C'est une balle qui fait à peu près 400-450 grammes. C'est à peu près ce poids qu'on tourne quand on est en cours d'initiation. Donc ça permet en fait de faire des pièces type bol, mug et compagnie, bah même un petit peu plus haut si on a un peu plus d'expérience. Mais bon, donc on est à peu près sur ce poids quand on suit un cours d'initiation, en tout cas avec moi, mais je pense que dans beaucoup d'ateliers, c'est également le cas. Donc là, si j'actionne la pédale, je ne sais pas si vous voyez, mais ça se met à tourner. Ça tourne. Voilà, exactement. Donc bon, c'est assez furtif là comme mouvement, mais quand je vais mettre la balle de terre sur la girafe, vous allez voir un petit peu mieux. Donc je vais claquer la balle bien au centre et je vais effectuer, hop, désolée pour le bruit, j'ai pas pris de gauche. Désolée. Donc quand on tourne, on a besoin de très peu d'outils. On a habituellement une petite éponge un peu de ce type. On a un autre outil qui existe en bois, qui est également en métal. Ça s'appelle une estec et non pas un steak, comme j'entends souvent. Et on utilise aussi un fil à couper et sinon bah, de l'eau et la terre, bien évidemment. Donc là, je vais mettre un peu d'eau sur la balle de terre que j'ai claquée sur le tour. Et le premier geste, en fait, consiste à venir centrer cette balle de terre. Là, on voit qu'elle danse, hein, elle n'est pas centrée. Je pense que vous voyez à l'écran. Oui, on voit qu'elle danse, ouais. Ouais, exactement. Donc moi, j'utilise un petit peu toujours ce terme. Je fais des cours donc parents-enfants, donc j'ai un vocabulaire des fois un petit peu un peu enfantin, donc je prends les enfants à partir de 10 ans, donc j'essaie d'adapter mon discours quand je donne des cours avec un public élargi, à savoir un adulte et un enfant en bas âge. C'est clair, c'est quand même assez audacieux d'enseigner une technique aussi précise, qui demande vraiment de la concentration à des enfants et des jeunes. Je me souviens que c'était vraiment une des rares à me proposer cette idée, quoi. Ben, l'idée, c'était effectivement d'avoir une activité commune. On a souvent les parents qui vont faire une activité de leur côté et les adultes qui vont faire et les enfants qui vont avoir l'activité en même temps mais à côté. Donc l'idée, c'était de les avoir dans un seul et même cours. Donc là, je fais ce qu'on appelle la quille. Donc on monte la terre, donc ça permet de mélanger la terre et aussi c'est un geste de centrage. Donc quand je vais redescendre, c'est un peu une forme un peu de courgette allongée. Donc là je vais la mettre encore plus haute plutôt. Donc là je vais la redescendre et quand je redescends la terre en fait, ça me permet lentement mais doucement de centrer ma terre. Donc là, j'ai une terre qui est bien centrée, mais je vais refaire quand même une deuxième quille. En général, dans les cours parents-enfants notamment, on perd pas trop de temps sur ce geste, qui est un geste un peu technique, même si ça a l'air simple. Donc souvent, j'explique en effet ce geste, mais je le fais pour eux. Pas dans les cours adultes, vraiment dans les cours avec les enfants. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un moment pour s'amuser et pas passer plein de temps sur le tour. Tout à l'heure, je vous disais que la terre chamottée, c'est pas l'idéal sur le tour. Donc là, en toute transparence, je me suis un peu dépêchée pour choisir un sac de terre avant que le live ne démarre. Et j'ai pas bien regardé sur la terre chamottée. Il y a une petite chamotte dans cette terre. Donc c'est pour ça que ça fait un petit bruit un petit peu plus important qu'habituellement. Mais bon, c'est une fine chamotte, donc ça va. Donc là, j'ai un peu un champignon, donc je vais pouvoir percer cette terre. Donc là, elle est bien centrée. Donc je vais utiliser mon pouce et je vais venir creuser en fait. Alors, il y a quelqu'un qui nous demandait tout à l'heure si faire de la céramique, ça musclait énormément les mains, les bras. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça muscle? Non, je pense que c'est pas vraiment.
il faut quand même avoir un peu de force pour faire ce métier. C'est pas une histoire de force, le tour à proprement parler, ni le modelage. D'ailleurs, on est plus sur une dextérité. Par contre, c'est vrai que on a beaucoup de terre à déplacer, des sacs qui font en général à peu près 10 kilos. Donc, bon, faut pas avoir peur de devoir en effet, comment dire, mettre la main à la pâte et soulever des poids qui souvent sont assez importants. Mais c'est pas le métier en lui-même, enfin le geste en lui-même n'est pas un geste de force. Ça demande plus de l'agilité alors. Ouais, on est vraiment sur la dextérité, l'agilité. C'est vrai que c'est pour ça que les enfants souvent me demandent, mais à 10 ans, est-ce qu'ils ont la force suffisante? On n'est vraiment pas sur la force à ce moment-là. On est vraiment sur encore une fois, je me répète, mais sur une dextérité à avoir. Donc, et qu'à partir de 10 ans, on commence en tout cas, donc on peut faire des formes sympas autour. Donc là, j'ai percé ma terre. Ce que je vais venir faire, bon, je pense que vous ne verrez pas le geste, mais c'est un geste en fait qui va venir me permettre de soulever, de faire un petit pot. Je vais juste faire une pression, hop, comme ça avec ma main, et ça va venir en fait répartir la terre entre mes doigts. Donc là, j'avais un peu un donut, et là, juste à la force des doigts, bon là, c'est cette terre chamottée qui m'embête un peu. Donc juste avec la force des doigts, j'ai réussi à créer un petit bol. Hop. Et le geste qui suit, c'est le nerf de la guerre en céramique. Donc ça va être le geste où on va venir monter la terre, la tirer en fait. Hop. Alors je suis désolée, avec cette terre chamottée là, c'est vraiment compliqué. Je vais essayer de... Là, c'est niveau 2 là. Hop. Voilà, j'ai enlevé le... Donc là, on a un petit pot en fait. Et on peut, je vais me remouiller les mains. On peut imaginer de tirer encore, parce que là la paroi est quand même assez épaisse. Donc on peut... Alors on nous demande en direct, excuse-moi, si un petit bol se dit un bolino. Je dirais une bolinette. Très bien, merci. Je dirais plutôt une bolinette. Bon, et c'est très rapide là, hein. C'est impressionnant de voir à quel point en fait on voit l'objet se former sous tes mains en quelques Ouais. secondes. Bon, je suis vraiment désolée, c'est pas mon meilleur tournage avec cette terre, qui accroche un peu à mes doigts forcément quand je tourne parce elle est rugueuse en fait. Donc j'enlève là un petit peu. Ce que je fais, c'est que je prends mon pic de potier. Et quand je trouve que la pièce est un peu décentrée, pas décentrée mais désaxée, j'enlève en fait ce petit morceau en hauteur et ça me permet d'avoir une pièce qui est bien droite après. Donc là, j'ai ce qu'on peut appeler un gobelet. Hein. On pourrait le transformer bien évidemment en tasse. Si on monte plus haut, on est dans une forme cylindrique qui nous mène vers un vase. Et là, si j'en ai envie, je peux ouvrir cette forme en fait. Donc je peux prendre mon estac ici que je saisis. Là, il y a un petit trou pour les doigts et donc c'est parfait. Et je vais essayer de le faire sur le côté pour que vous voyez mieux. Hop. Et donc là, j'appuie tout doucement et j'ouvre en fait la pièce. Donc alors, là, on nous demande justement, est-ce que c'est beaucoup plus difficile de faire de grands objets que de petits? Non. À partir du moment où on a la technique, c'est pas plus difficile. Voir des tout petits pois de terre, faire des tout petits gobelets, des toutes petites tasses. Quand on a les mains très resserrées sur le tour, ça devient limite plus difficile que lorsqu'on a des pièces d'une taille plus importante. Ok, donc les gestes sont les mêmes. Hein. Ah. Les gestes sont les mêmes. Enfin, les gestes, le centrage et tout ça. Après, bien évidemment, on va tirer la terre plus vers le haut. Donc là, on a un bol qui danse parce que, encore une fois, j'ai cette terre qui m'embête. Mais en gros, on peut imaginer différentes formes. Donc là, je passe l'éponge, j'enlève l'eau. Si on voulait, on pourrait imaginer de faire un... Donc, je vais essayer de voir. Je regarde mes mains à la caméra. Donc là, je mets mes doigts ici. Et donc, je vais pouvoir venir
en fait tirer et faire un petit bec. Donc on pourrait imaginer en fait d'avoir un, je sais pas si vous voyez, de Ah faire oui, ça se voit très bien. Oui. forme avec pour un petit bec verseur. Mais là, c'est pas grave si c'est pas ce que je veux finalement, je peux complètement complètement enlever cette forme que j'ai créée. Là, je vous montre un autre. J'ai enlevé un peu de terre. Donc là, ça me fait un bol un peu plus un bol japonais. Donc là, j'ai vraiment, vraiment plus ouvert. Donc on appelle ça un bol d'été. Donc quand le bol en fait est ouvert jusqu'à l'horizontale, ça s'appelle un bol d'été. Et lorsqu'il se referme après l'horizontale, donc après sa pleine largeur, on appelle ça un bol d'hiver. Donc là, si je voulais transformer ce bol, pas très académique, mais c'est pour vous montrer un peu la forme. Donc là, je l'ai refermé. Donc là, je me retrouve, hop, voilà, je me retrouve avec un bol d'hiver. Donc là, le bol se referme vers le haut. Tandis qu'à l'origine, je l'avais ouvert sur l'extérieur. Donc, quand on a la forme qu'on aime et qu'on est satisfait, on passe un petit peu les steaks sur le côté. Donc, on va venir lisser au maximum notre forme. On va venir aussi passer le doigt, on appelle ça faire un peu le geste de la clé. Donc, on essaie d'avoir une pièce le plus propre possible avant de la retirer du tour. Ça nous évitera par la suite, lorsqu'on passe à l'étape du tournassage, donc ça veut dire la finalisation de la pièce avec des outils un peu de ce type, sans rentrer dans le détail, je ne sais pas si vous les voyez. Donc quand la pièce va avoir un peu séché, quand elle va être à l'état de cuir, on appelle, donc c'est une texture qui est encore un peu mouillée, mais qui a quand même un peu séché. Ça permet de venir finaliser la pièce. Mais on fait un maximum autour pour s'éviter justement des gestes supplémentaires lorsqu'on fera le tournassage 2-3 jours après avoir laissé sa pièce sécher. Donc là, quand j'ai terminé, hop, je viens enlever toute cette terre qui était en trop au bas de la pièce, hein, sur le pied, qui ne sert à rien. Et je vais prendre mon... Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, excuse-moi, il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'on peut rajouter de la terre? Alors là, sur cette pièce, non. Par contre, on pourrait imaginer de venir sur un couvercle, de rajouter un petit bouton. Donc la poignée à proprement parler, hein, du couvercle. Mais là, on ne peut pas rajouter de la terre sur cette pièce qui est déjà tournée. On va pouvoir rajouter une poignée. Une anse plutôt, pas une poignée, une anse, rajouter un bec si c'est une théière, ou en faire un petit bec verseur, donc faire une entaille et rajouter un bec supplémentaire. Mais là, sur la pièce tournée, non, on peut pas rajouter de terre une fois que... Alors si on perce trop au niveau et qu'on se retrouve à voir la girelle, des fois on rajoute une petite motte de terre. Donc là, au fond, si on a malencontreusement percé un petit peu trop, mais c'est vrai que donc là on a une forme une petite tasse, un petit hop. Donc là je mets un petit bol, ouais. Bon, on peut pas y mettre grand chose, hein, mais on peut pas manger ses céréales le matin là-dedans, ni manger un couscous, mais on peut très bien y boire un café ou boire un thé. Donc là, j'ai mis de l'eau sur la girelle et je vais venir passer le fil que je vous ai montré au tout début, le fil à découper. Et ça me permet en fait de décoller ma pièce. Hop. Et donc là, je la manipule un peu violemment. Hein, c'est pas, habituellement, on prend les pièces très très doucement. Mais donc on voit en effet là qu'on a un petit bol qui a été tourné sous vos yeux, ébahis. C'est très beau, merci. Alors, on nous demande si la terre que tu as enlevée, surtout en bas, auprès de la base, va pouvoir être utilisée pour faire une autre pièce de céramique. Alors, on jette très très peu de terre, voire pas du tout.
Je dis on, hein, mais les céramistes en général. Donc même cette terre là que je retire de ma GR, tout à l'heure dans un petit bol qui est posé juste, enfin un bol en caoutchouc qui est posé juste à côté. Donc on va attendre que la terre sèche un peu, on va la mettre dans un bac à côté et on va pouvoir recycler cette terre. La seule terre qu'on ne recycle pas, c'est la terre qui a été cuite. À partir du moment où ça a été cuit une première fois, on n'a pas parlé des cuissons, mais lorsque ça a été cuit une première fois, la terre perd disons, toutes ses capacités à être plastique. Donc ses propriétés plus que ses capacités, ses propriétés plastiques. Donc on ne peut plus la recycler. Mais là, si elle sèche, on va la concasser, on va la remettre dans l'eau et on va venir malaxer le tout et ça va recréer une pâte où on va pouvoir faire un nouveau pain de terre. Donc quand on tournasse les pièces, quand on tourne, on conserve vraiment tout. Moi j'ai envie de dire, très honnêtement, sur un pain de 10 kilos, je pense qu'on doit jeter, c'est plus de la barbotine, hein, c'est cette eau, j'essaie de vous montrer là, cette eau un peu qui est un peu barbotineuse, qui se trouve dans le bac du tour. Qu'on recycle un petit peu moins parce que bon, on sait jamais trop ce qui s'est mélangé sur les côtés, mais ouais, sur 10 kilos, on doit utiliser à peu près, on perd, je sais pas moi, 200, 300, 400 grammes, c'est très peu. C'est vraiment zéro déchet, c'est génial. Ouais, c'est zéro déchet. On peut peut-être te laisser te réinstaller pour continuer les questions, puisque comme ça, maintenant que tu as fini la démonstration. Se laver les mains, c'est hyper important, surtout en ce moment, donc très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, on vous suit, j'en ai noté 2-3 de côté. Si vous avez des questions sur les techniques, sur le parcours de Chloé, on est là pour les prendre. Donc pour rappel, là, on est sur le live du Week-end Doux chez vous. Week-end Doux chez vous, c'est une initiative pour remettre l'artisanat vraiment dans votre quotidien. Donc, il y aura des démonstrations techniques comme celle-ci, aussi des portraits d'artisans, et puis des petits tutos pour pouvoir refaire chez vous. Bon, Chloé, t'es de retour. Super. Hop, j'essaie de me remettre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu rapide et c'est pas évident de bien expliquer en discutant. Écoute, c'était très bien. Non, c'était très bien. On a des questions. On demande notamment comment est-ce qu'on devient céramiste. Est-ce qu'il faut forcément un diplôme ou est-ce que ça peut se faire avec de l'expérience? Alors, il y a plein de parcours différents. On peut être autodidacte, bien évidemment. Il y a des gens qui pratiquent et qui apprennent la poterie seuls, entre guillemets, dans un atelier, donc ils développent leur propre technique. Il y a des écoles, bien évidemment, pour se former, donc en formation continue. Donc ce sont des formations diplômantes qui mènent la plupart du temps vers un diplôme type CAP. Alors je pense que ça a un peu changé maintenant. Je pense que le DMA de poterie n'existe plus, mais il y avait à l'époque à Sèvres notamment, donc ou dans d'autres. Donc il y a des formations en fonction de notre parcours. En fait, on se dirige vers par rapport à nos besoins et nos envies aussi. Mais le diplôme en lui-même n'est pas. Le diplôme en soi n'est pas obligatoire pour pratiquer, pour avoir un atelier et être artisan céramiste. Donc moi j'en ai un. J'avais envie de valider mes acquis avec un diplôme, mais c'est vrai que c'est pas obligatoire. Donc enseigner en milieu scolaire, oui, mais enseigner comme on le fait dans le cadre de Week-end Doux, c'est pas nécessaire. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir certaines compétences pour... Certaines bases techniques, quoi. Oui, ouais, exactement. Et alors, il y a quelqu'un qui nous demandait par rapport au bol que tu as fait sur le cours, est-ce que ça va être sa couleur définitive? Non. Donc, c'est peut-être l'occasion de nous en dire un petit peu plus sur les cuissons. Désolée. Les émaux. Ah non, mais santé.
Donc ça ne sera pas en effet sa couleur définitive. Je vais répondre à cette question et je vais juste un petit peu plus large. Donc je le disais en début, 3 familles de terre, donc la porcelaine, la faïence et le grès. Donc ça c'était du grès que j'ai tourné tout à l'heure. La porcelaine et le grès ont l'avantage de pouvoir être cuits dans un seul et même four. Dans une température qui est à peu près la même, dans un four avec une température qui est la même. Donc souvent dans les ateliers, les gens vont travailler la porcelaine grès et vont travailler la faïence dans d'autres ateliers vont travailler que la faïence. Donc il y a toujours 2 cuissons. Une première cuisson en haute température, en basse température plutôt pour le grès et la porcelaine, et inversement pour la faïence qu'on va cuire à température plus importante. Et ensuite, en deuxième cuisson, la cuisson sera un petit peu moins élevée. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger les terres. Quand il y a cette cuisson, et même un peu avant, il y a un séchage. Donc déjà, au moment du séchage, la pièce va changer un petit peu de couleur. En séchant, donc elle va blanchir un petit peu. Elle va déjà perdre aussi en taille, donc on appelle ça le retrait. Donc ce bol que j'ai tourné n'aura pas cette taille ni cette couleur au final. Donc il va être plus petit. Les retraits sont différents en fonction des terres. Mais il faut toujours avoir ça en tête quand on tourne une pièce. Elle n'aura pas le rendu, donc la taille du tournage ne sera pas la même que celle qu'on aura au moment où on retirera la pièce après le deuxième. C'est forcément un petit peu plus petit ou est-ce qu'il y en a qui grandissent aussi? Non. D'accord. Désolée pour sourire un peu incoerci, mais non, c'est toujours dans l'autre sens. Ça réduit en fait. Donc les retraits sont différents. On va perdre quelques pourcents. C'est pas du simple au double, hein, mais c'est à considérer lorsqu'on fait, surtout quand on a des emboîtements à imaginer. Il faut vraiment avoir réfléchi à la chose avant de se lancer parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises au final. Ah oui, j'imagine, c'est technique. Ouais. Donc quand ça sèche, forcément l'eau s'évapore, enfin disparaît doucement de la pièce. Donc la pièce, les pores de la terre se referment, donc se resserrent plutôt. Donc la pièce réduit. Première cuisson. Ensuite, on a aussi un retrait en cuisson, un retrait qui se produit. Donc la terre va changer de couleur aussi en cuisson la plupart du temps. Donc là, cette terre brute, hop, elle a ce fini en fait au final. Je sais pas si vous voyez. C'est compliqué de voir. Ok, d'accord, ouais, donc ça change pas mal. Donc là, on est sur un beige, tandis que tout à l'heure, je sais pas si c'est parlant si je les mets côte à côte. Ouais, c'est difficile pour vous de voir, mais là, on a vraiment un beige grisé, tandis que là, on est sur un beige blanc, mais c'est pas très parlant à l'écran. Mais la plupart des terres vont... Enfin, il faut faire des tests, hein, bien évidemment, mais quand on achète un pain, habituellement, on a ce qu'on appelle des tessons de tests qui nous permettent de voir à quoi ressemble la terre une fois cuite et à telle ou telle température. Donc on le sait d'avance. Mais très souvent, en effet, on a des terres qui vont changer de couleur en première et en deuxième cuisson. Donc voilà, donc c'est tout un paquet de trucs à avoir en tête quand on fait une pièce. Et je rebondis sur ce que tu disais, il y a aussi les mailles, donc cette couche de protection qu'on va mettre sur la pièce, qui n'est pas obligatoire, hein. C'est vrai qu'on en met habituellement sur toutes les pièces liées à l'alimentaire notamment, parce qu'il y a des liquides qui risquent d'entrer en contact avec la terre et qui peuvent tacher à terme la terre. On le voit même une tasse qu'on achète chez un grand de l'ameublement suédois pour ne pas le nommer. Quand on boit un thé dans une tasse qu'on a acheté chez eux, il y a toujours une petite tache un petit cerne à l'intérieur de la tasse. Donc voilà. Donc si on n'émaille pas la pièce, on peut avoir de mauvaises surprises, mais en soi la pièce n'est plus poreuse. Là je parle du grès et de la porcelaine, la faïence c'est autre chose. Mais le grès et la porcelaine, même si on n'a pas émaillé la pièce, la porosité ne sera plus présente. Donc on peut quand même mettre un liquide et ça passera pas, enfin ça ne coulera pas. C'est un peu comme la crème solaire, on peut aller au soleil
sans mettre de la crème solaire, mais c'est mieux quand même de mettre de la crème. Donc c'est mieux de mettre un émail pour protéger ça. Ok, donc oui, ça a vraiment cet effet protecteur sur la pièce qui permet que le liquide ne coule pas quand on est en train de boire, donc c'est pas mal. Et puis ça donne cet effet aussi en fait brillant et laqué, et puis ça permet de jouer avec les couleurs, il me semble. Exactement, ouais, t'as tout à fait raison. On est aussi sur un aspect couleur, donc les terres en elles-mêmes ont différentes couleurs, mais c'est vrai que l'émail va permettre d'aller chercher des couleurs qu'on n'a pas. En bleu par exemple, comme le ciel qui est derrière toi, bah, si on ne met pas une couche d'émail ou d'engobe, mais je ne vais pas rentrer sur le sujet de l'engobe, c'est autre chose. Donc on ne peut pas avoir ces couleurs, sauf si on a teinté la terre avant dans la masse, donc on a mis un oxyde colorant, donc en poudre, dans notre terre. On n'aura jamais des couleurs vives comme on peut les avoir en émail. Ok, maintenant il y a 2 personnes qui nous ont demandé est-ce qu'on peut utiliser de l'argile au lieu de la terre. C'est la même chose. Ouais, l'argile étant un type de terre, je pense qu'ils pensent peut-être à de l'argile blanche ou de l'argile verte qui s'achète dans tous les... Ah non, oui, l'argile, oui, en fait, oui. On utilise peut-être plus pour faire des masques pour le visage. J'ai jamais essayé, mais bon, l'argile, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé avec de l'argile achetée en parapharmacie, je veux dire. S'il y en a qui nous regardent, qui vont tenter l'aventure, n'hésitez pas à prendre des vidéos et puis à taguer Week-end Doux chez vous, et comme ça on aura la réponse. Est-ce que tu as d'autres éléments à dire par rapport à cette question? Le grès, la porcelaine et la faïence, ce sont des mélanges en effet de différents plutôt composants, donc argile. Donc je pense que l'argile qu'on achète comme ça en poudre n'a pas toutes les propriétés nécessaires pour une fois humidifier, donc avec de l'eau, un mélange de poudre argileuse de la parapharmacie et de l'eau, pour devenir en fait une terre qu'on pourra modeler ou tourner. Donc il y a plein de mélanges possibles, mais là un mélange tout pur, peut-être pas, ouais. Classique, je pense qu'il vaut mieux faire des masques avec ça et acheter du matériel, enfin de la terre que nous on achète déjà toute faite en pain, on dit un pain de terre, donc voilà, c'est peut-être plus raisonnable. Ok, très bien. On a aussi quelqu'un qui nous demandait du coup quelle terre pour quels usages. Donc on a déjà évoqué que les terres chamottées, donc avec un peu de plus texturées, sont un peu à éviter pour le tour parce que sinon on peut se blesser, c'est pas forcément le plus simple. Toi tu as dit que tu utilisais pas mal la porcelaine pour le tour. Est-ce que y a d'autres terres spéciales pour un usage spécial comme ça? Alors c'est vraiment au choix, en fonction du rendu qu'on veut donner à un objet. Si on a envie d'avoir une texture plus organique, on va tendre vers un grès chamoté. Si on a envie d'avoir un objet très lisse, à ce moment-là, un peu plus noble, j'ai envie de dire, on va tendre vers de la porcelaine. La porcelaine cuite, même très fine, est très solide. Donc ça dépend vraiment en effet de l'objet vers lequel on tend. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de faïence pour l'alimentaire, chez les artisans j'entends, parce qu'il faut vraiment émailler la pièce en entier, de sorte à ce que la pièce puisse résister au liquide. Donc c'est un exercice qui est un petit peu plus complexe que d'émailler tout simplement une pièce en grès ou en porcelaine, mais c'est vraiment selon les envies du céramiste ou du client, bien évidemment. On a des clients qui vont nous demander telle typologie de terre parce qu'ils ont envie d'avoir telle ou telle couleur ou tel rendu. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir un truc qui gratte sur les lèvres quand ils portent l'objet à la bouche pour boire. Donc on va éviter d'utiliser des terres chamottées, ou on va avoir une terre chamottée mais qu'on va émailler sur la lèvre de sorte à ce que ce soit plus doux. Donc c'est toute une discussion, une réflexion à avoir avec soi-même ou avec le client lorsqu'on a envie de faire tel ou tel objet. Et souvent, quand on va prototyper des pièces, on va essayer plusieurs terres pour voir le rendu en volume et s'assurer d'avoir quelque chose de probant. Voilà. Ok, d'accord. Donc il y a tout un processus de test et ensuite on choisit.
Au sujet de l'émail, il y a quelqu'un qui nous a demandé si on achetait l'émail tout fait ou si on faisait des mélanges pour obtenir certaines couleurs. Toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais des deux. Je fais. Alors, l'émail, c'est un vaste sujet. On peut passer une vie à faire des tests et des mélanges. Il y a des céramistes qui présentent beaucoup de leurs projets en émail, qui font beaucoup de mélanges au quotidien et qui vont faire énormément de tests et qui vont développer des couleurs. Je pense notamment à une céramiste qui s'appelle Laurette Broll, si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil à son compte. Tu nous passeras le lien? Ouais, je vous donnerai ça. Elle travaille la couleur d'une façon remarquable. Il y a aussi une autre céramiste du côté, donc elle est là à Paris, du côté de pas très loin de Lyon, Hortense Montparnasse, qui fait aussi beaucoup de travail sur ce sujet-là. Donc ça, ce sont deux céramistes qui vont faire des mélanges, Okay. créer leur couleur. Moi aussi, je suis dans j'essaie d'être dans cette lignée, mais j'utilise aussi des émaux tout faits, donc des mélanges qui ont été testés, approuvés entre guillemets par les fabricants et qui nous permettent pour plein de raisons d'avoir des couleurs stables. Je pense souvent aux pièces des élèves en fait, donc je sais que telle et telle couleur auront ce rendu quoi qu'il en soit, donc les pièces que j'ai de mes élèves, je leur propose des couleurs qui sont déjà bien calibrées, ou des émaux que moi j'ai imaginés mais que je connais très bien et dont je connais aussi le résultat définitif. Donc pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise, quoi. Ouais, c'est bien de pouvoir tendre vers quelque chose de fait, sans oublier qu'en effet on peut faire nos propres mélanges, également. Donc c'est un peu comme la cuisine, hein, on peut acheter tout fait, mais on peut aussi acheter tous les ingrédients et faire soi-même. Donc c'est la même chose. Ok, super, bah, c'est intéressant. Tu nous parlais justement des ateliers, des participants. Donc on disait, toi, tu es pour l'instant la seule céramiste qui fait du tour avec des jeunes. Donc Ouais. en fait, tu accueilles des duos, un adulte et un enfant, ou plutôt un adulte et un adolescent, on va dire, parce que ça va sur dedans. Donc comment ça se passe? Est-ce que les adolescents, ils arrivent plein? Oui. Donc on en a un petit peu parlé très rapidement tout à l'heure quand j'étais autour. C'est vrai que la dynamique n'est pas du tout la même entre un cours où on a que des enfants, là plutôt en modelage, ou des adultes en tournage. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un cours où j'adapte la technique un peu à ce double public. C'est pas un cours pour enfants ni un cours pour adultes. C'est vraiment un cours où les deux peuvent s'amuser. La technique est la même de toute façon. C'est juste des explications qui vont être un petit peu différentes. Je disais que j'utilisais maintenant un vocabulaire un petit peu plus enfantin, même quand j'ai des cours adultes, parce que je suis un peu toujours dans cet esprit d'avoir des explications simples. Mais on est vraiment dans une approche qui est quand même une approche un cours comme si je m'adressais à un adulte, mais où j'adapte les mots que j'utilise. Et aussi la fameuse courgette. Pardon? La fameuse courgette, par exemple. Notamment, ça, on y passe un petit peu moins de temps. Donc c'est une façon aussi d'animer et le parent participe beaucoup aussi. Donc il y a une belle dynamique qui se met en place entre le parent, l'enfant ou leurs deux enfants, ou en fonction de s'ils viennent à deux ou à trois, et moi. Donc c'est un super beau moment et très différent des cours d'initiation adulte, et ils arrivent à faire des choses qui sont très honnêtement vraiment comparables à ce que leurs parents fera, voire des fois même mieux. Un peu mieux. Ouais, voilà. Il y a une petite compète qui s'installe souvent entre le parent et l'enfant, donc ça c'est rigolo. Ça donne j'imagine. Et du coup, est-ce que tu passes beaucoup de temps à leur expliquer la partie théorique, ou est-ce que Non, la partie théorique, c'est important d'expliquer un petit peu d'où vient la Terre. Je leur fais toucher les objets, je donne des explications, mais beaucoup
plus furtif que lorsque je fais l'intro pour un cours d'adulte. Mais je rentre quand même un petit peu dans le détail. Je pense que c'est important et de toute façon, tout au long du cours, je le vois parce que les gens ont plein de questions, que ce soit des adultes ou des enfants. Donc les gens sont toujours très curieux. Même après, j'ai des messages. Donc c'est important d'expliquer en effet, pas juste la technique, mais d'avoir des explications sur ce qu'on manipule et aussi le métier de céramiste. Bah oui, j'imagine qu'ils ont plein de questions sur un peu ce que c'est être artisan en 2020. Ouais. Et c'est pas forcément, c'est pas banal, quoi. Ouais. Bah, pour vous tenir un petit peu tous au courant, les ateliers avec les enfants continuent, ils se développent bien chez Weekendoo. Donc ce sont les ateliers petits compagnons. Pour l'instant, c'était surtout centré sur un duo parents-enfants ou parents-ados. Donc exactement comme nous racontait Chloé, un moment de partage sur une création. Aujourd'hui, on va ouvrir aussi des ateliers pour les enfants seuls dans certains domaines qui ne seront pas trop dangereux. Encore des ateliers duo où on va pouvoir venir faire ensemble plutôt un objet, et des ateliers où toute la famille va pouvoir venir et chacun crée un petit objet. Donc voilà, c'est bientôt ce Weekendoo, et on a une belle gamme qui va du bois un petit peu au gourmand, au cosmétique, donc n'hésitez pas à retrouver ça. Écoute, Chloé, merci. Franchement, merci beaucoup. Donc, tu fais ces ateliers enfants. Tu fais aussi des ateliers adultes, il me semble, oui, à Paris, qui ont commencé récemment. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu vas proposer comme atelier? Donc, quelqu'un nous demandait, Chloé est basée à Paris. Donc, voilà, oui, si vous voulez retrouver de cette initiation en céramike, ce sera là-bas. Dans le 11e du côté d'Herbes-Chaligny, je fais, là, en ce moment, l'atelier est fermé depuis le 13 mars, mais j'ai cet atelier donc parents-enfants. J'ai un atelier aussi d'initiation autour pour les adultes, avec un projet dirigé, donc sur un projet dirigé où je donne un peu un projet avec les 2 objets à réaliser pour en créer un troisième. Donc c'est un objet commun. Donc on fait un gobelet et une coupelle, mais c'est important pendant qu'on les fait d'avoir des mesures bien déterminées, donc on est un petit peu plus technique de sorte à pouvoir réaliser cet objet. Donc on a une coupelle, un gobelet et une boîte, donc on a 3 objets au final en faisant que 2. Donc ça c'est chouette. En fait on a une coupelle, un gobelet, et ensuite on va venir mettre la coupelle sur le gobelet et ça fait une boîte. Le gobelet, oui, la coupelle sur le gobelet, ça fait une boîte. Donc, ok, d'accord. Voilà, il y a des photos sur le profil, sur mon profil artisan dans le descriptif du cours. Donc voilà, donc ça c'est la première collection qui va sortir. C'est issu un peu de cette première collection qui va sortir en avril. Donc l'idée c'est d'avoir des objets qui n'ont pas qu'une seule utilité. Et l'autre, c'est une demande que j'avais un peu en permanence. Donc, c'est des gens qui voulaient faire des gros objets. Donc, c'est vrai que sur le tour, c'est compliqué quand on n'a pas la maîtrise vraiment de toute la technique. Donc, c'est un cours qui se déroule en modelage. Et l'idée, c'est de faire un centre de table, un plat de service en modelage, donc dans un cours de 2 heures aussi. Donc on a un plat qui a un joli diamètre d'un petit peu plus de 30 cm, donc ça permet de l'utiliser en service, mais aussi de poser les objets qu'on le souhaite sur en tant que centre de table. Donc ça, ce sont les 2 cours, et c'est vrai que avec la reprise, j'espère que les gens se retourneront vers Weekendoo et vers tous ces arts qui ont patienté dans le monde de la restauration notamment, bien évidemment, mais bon, qui pourront revenir visiter nos ateliers et partager encore ces moments avec nous dans les jours, les semaines plutôt et les mois à venir. Là, c'est sûr que ça donne super envie de tester ton atelier, en tout cas, dès qu'on pourra le faire. Merci pour cette démo. Il y a des gens qui nous demandent si on va pouvoir la revoir. Donc rassurez-vous, oui, la vidéo va rester pendant 24 heures sur le compte de Weekendoo. Donc voilà, vous allez pouvoir la voir et la revoir. Et on vous retrouve mardi pour une initiation, cette fois-ci au cuir. Donc la maroquinerie, la couture à la main. Ça va être le point cellier avec Sophia à 18h30. Ce sera mardi.
Merci d'avoir suivi ça Weekend Do. Merci Chloé. Et puis, bonne journée. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci Audrey. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.